Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Claire-Anne Sevrin et je coordonne Yapaka. Je suis ravie de prendre une heure de travail ensemble avec vous autour de cette question de la sensorialité des bébés et des enfants. Alors, Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance des enfants initié au sein du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On y travaille de manière transversale avec tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc aussi bien avec l'aide à la jeunesse que l'enseignement, les maisons de justice, le sport, la culture et l'ONI également. Alors, Yapaka a deux grandes missions. La première, c'est sensibiliser, rendre sensibles les parents et les enfants, et puis le grand public de manière générale à la question de la maltraitance. Et l'autre grande mission, c'est informer et former les professionnels à ces questions de maltraitance infantile. Et alors, c'est dans ce cadre qu'est produit le webinaire qui nous rassemble aujourd'hui. Et vous retrouverez toute une série d'autres outils que nous vous proposons sur le site de yapaka.be. Je pointe notamment un module de formation en ligne que vous pouvez faire seul, en équipe, à votre rythme, et qui s'intitule « Que faire en cas d'inquiétude de maltraitance infantile ». Il y a aussi toute une série de petites capsules vidéo. Nous rencontrons des experts, des professionnels qui, en 4, 5, 6 minutes, répondent à une question très concrète qu'on peut se poser en tant que professionnel accueillant les familles dans nos structures. Et puis, il y a aussi toute la collection des livres Temps d'arrêt qui sont édités. Le dernier est écrit par Ayala Borghini, S'ajuster à l'enfant sensible au monde. Et donc, il rejoint la question, évidemment, qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Alors, nous sommes 103 à être connectés ensemble aujourd'hui pour travailler cette question. Nous ne vous voyons pas et on ne vous entend pas, hein. Vos caméras et vos micros sont coupés d'emblée. Mais pour activer quand même l'interactivité entre nous, je vous invite à utiliser le petit onglet Q&R, questions et réponses, qui se trouve dans le bas de vos écrans et qui vous permettra alors voilà, de renvoyer vos questions, vos réflexions, vos suggestions par rapport à ce que Ayala Borghini va nous proposer comme fil de réflexion. Vous voyez actuellement 3 des 6 membres de l'équipe de Yapaka, Laurent Baudelot, Diane Huppert et moi-même. Et puis nous sommes rejoints par Ayala Borghini pour cette heure de travail. Pendant qu'elle prendra la parole, vous ne verrez plus qu'elle a l'écran, mais nous restons bien actives derrière nos écrans pour rassembler vos questions et réponses. Sachez que si vous avez des problèmes techniques, on n'est pas en mesure de vous aider, mais le webinaire est enregistré et donc vous pourrez le récupérer sur la page qui vous a permis de vous inscrire au webinaire, donc sur le site de yapaka.be. Alors, nous avons eu envie de travailler cette question de la sensibilité des enfants au monde pour creuser un peu toute une série de réflexions qui nous étaient adressées, et notamment comment comprendre et comment faire avec ces enfants ou cet enfant qui bouge et qui est remuant dans le groupe classe. Comment aborder cet enfant, par exemple, qui refuse systématiquement de mettre des chaussettes ou tel vêtement. Quel équilibre trouver entre les besoins spécifiques que j'identifie chez cet enfant, pour lui, pour cet enfant, et le fait de gérer un groupe, un collectif d'enfants. Comment, en tant que professionnel accompagnant cet enfant, je rentre dans cette danse avec lui pour l'amener à grandir avec cette sensibilité et avec les autres qui l'entourent et le monde qui l'entoure. Et donc voilà, on était traversé par toute une série de questions et de réflexions, et nous avons invité Ayala Borghini à nourrir nos réflexions sur ce sujet. Alors, Ayala est docteure en psychologie, elle est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle est également chercheuse, notamment en périnatalité. Et puis, elle est professeure aussi à la Haute École de travail social de Genève, dans la filière psychomotricité. Et puis, elle prend la plume, elle est auteure de nombreux ouvrages. Et je citerai Tout un équilibre
multisensorialité dans la rencontre avec le bébé chez Erez. Et puis dans la collection Temps d'arrêt, elle a, j'avais pris avec mon exemplaire, je ne le trouve plus, elle a écrit 2 ouvrages, la découverte, voilà, la découverte sensorielle et émotionnelle du bébé. Et le dernier, donc, qui est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, s'ajuster à l'enfant sensible au monde. Vous le retrouverez donc en téléchargement sur le site de yapaka.be. Alors, je laisse le micro à Ayala Borghini. Euh, N'hésitez pas à envoyer vos réflexions, vos questions dans le Q&R. Je me permettrai d'interrompre Ayala Borghini au fil de son exposé. Et puis, on peut aussi se retrouver quelques minutes à la fin pour un temps de questions et réponses. Voilà. Merci beaucoup, Ayala, de nous inviter à penser ces questions. Merci Claire-Anne pour cette introduction. Merci aussi Diane pour ces invitations à prendre la plume. Comme vous avez dit, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de partager ces expériences et ces observations. Et je me suis dit que pour commencer ce séminaire, j'avais envie de raconter un peu l'origine de ce petit livre. Euh, un contexte finalement qui s'est reproduit plusieurs fois pour moi. En fait, je participe à la formation au bilan sensorimoteur où on forme chaque année des professionnels de la santé, du social et de l'éducation. Pour moi, c'est extrêmement important de bien préciser que tous ces professionnels finalement de la relation avec des populations vulnérables, eh ben, ils sont concernés par cet ajustement et finalement, quel que soit l'âge, parce que je parle évidemment beaucoup du bébé parce que je connais bien, mais en fait, c'est valable à tous les âges, tout au long de la vie. Et en particulier, je pense aussi aux personnes âgées, où je crois qu'on peut vraiment transposer mon discours aussi à cette population-là. Et en fait, dans le cadre de ces formations, j'ai vu je pense à peu près 150 vidéos de jeunes professionnels euh, faisant des évaluations à des personnes, justement, des bébés, des personnes âgées, des personnes avec des handicaps, des enfants avec des troubles autistiques, des enfants avec parfois juste des TADA, aussi des tout-venants. Et en regardant ces vidéos, il y avait quelque chose qui ressortait, que les plus beaux bilans sensorimoteurs, donc les bilans sensorimoteurs, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être juste, je dis un mot là-dessus. En fait, on propose des mises en situation sensorielles avec la personne. Donc, un tout petit bébé, on va lui mettre une petite clochette, etc. On va regarder comment est-ce qu'il se recrute, comment est-ce qu'il s'oriente, comment est-ce qu'il regarde, peut-être parfois quand il est un peu plus grand, comment est-ce qu'il attrape, etc., etc. On va vraiment viser le traitement sensoriel. Et on voit qu'il y a des personnes, quand on propose ces mises en situation sensorielle, elles sont très, très vite touchées dans leur corps. Ça va créer un sentiment d'alerte, de ne pas être bien avec la sensation qui arrive, de se retirer, de se mettre en retrait. Ça fait trop, c'est comme s'ils étaient tout à coup débordés. On a aussi d'autres personnes, et de nouveau, tous les âges, on a aussi d'autres personnes qui, au contraire, euh, il faut beaucoup pour que quelque chose s'éveille en elles, pour que quelque chose s'active, pour être mobilisé. Donc déjà à la base, on n'est pas tous pareils. Et ça, j'essaie, je crois, de l'expliquer dans ce petit livre, qu'on n'est pas tous pareils avec cet abord du monde. Il y a des gens qui sentent trop, il y a des gens qui sentent peu, qui sentent parfois trop l'intérieur, trop l'extérieur, pas assez l'intérieur. Et tous ces déséquilibres font alors d'abord quelque chose d'assez riche, on va dire. On n'est pas tous pareils. Mais parfois, ça crée encore plus de vulnérabilité. Et qu'est-ce que j'ai observé en regardant ces centaines de vidéos? Eh bien, c'est qu'en face, les professionnels avec qui ça marchait, qui tout à coup, quelque chose se créait, quelque chose de la relation, et puis surtout, 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 du plaisir partagé. Comment ce plaisir partagé, tout à coup, apparaissait? Enfin, c'est quand même incroyable.
parce qu'avec ces personnes parfois vulnérables, parfois touchées dans leur corps, etc., arriver à avoir tout à coup un rire, un moment de sourire, de jeu avec un enfant avec un grave trouble autistique, une personne polyhandicapée qui tout à coup a les yeux qui pétillent, enfin, vous savez, c'est tellement important ce genre de moment. Et c'est valable depuis le tout bébé en néonat, hein, on fait aussi ces bilans avec des bébés hospitalisés. Ces premiers moments de rencontre où le parent, tout à coup, a la larme aux yeux. Je vous le raconte en me rappelant à quel point, quand on a ça, on a on pleure pas, hein, mais on a la larme à l'œil. On a cette petite chose qui nous touche. Et en fait, quelque chose est apparu comme quoi ces moments-là étaient tellement c'était capital que les gens vivent ce genre de moments. Ce sont des moments de rencontre, des moments où on se sent en relation et que c'est souvent autour du plaisir et que c'est surtout grâce à l'ajustement. C'est-à-dire, on a été un peu trop vite, on ralentit. On a été un peu trop fort, on diminue. On n'a été pas assez fort, on augmente un peu. Tout ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est une capacité d'écoute incroyable de l'autre, une capacité de se mettre à la place de l'autre, tout en restant à l'intérieur de soi. Et au contraire, alors évidemment, ça c'était les situations idéales, et en général, quand on avait ça, ben, on avait la personne enfin, qui réussissait sa formation. Hein. C'était l'évaluation finale, on était bien content, elle recevait son papier, on est tout content. Mais évidemment, il y avait d'autres personnes qui étaient plus en difficulté. Alors qu'est-ce qu'ils avaient, ces professionnels plus en difficulté? Eh bien, il y en a deux sortes. Il y a, en fait, c'est chaque fois un déséquilibre. Il y a ceux qui veulent trop contraindre l'enfant pour le faire entrer dans leur monde. C'est-à-dire, quelque part, la personne veut se rassurer elle-même, elle est centrée sur ses propres émotions. Euh, elle a besoin que l'enfant ou la personne ou le bébé ou la personne âgée, finalement, réponde à ce qu'elle propose, plutôt que justement d'être dans ce rapport de réciprocité, hein, où on fait une proposition, mais on attend la réponse et on s'ajuste. C'est vraiment une mutualité, ce sont des boucles interactives comme ça hein, qui se jouent. On est vraiment dans un dialogue qui n'est pas du langage, hein, mais qui sont des gestes, un accompagnement. Et c'est vrai qu'on pouvait voir ce genre de professionnel, avoir cette envie que voilà, la personne entre dans leur monde. Et du coup, cette écoute était plus en difficulté. Euh, et évidemment, eh ben, il se passe quelque chose. C'est que quand ce genre d'ambiance commence à monter, il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit d'un petit moment de contrainte, un petit moment d'une demande qui est un peu exigeante pour en fait avoir en face soit du retrait, soit une défense qui va se traduire par peut-être une agressivité, par un éloignement, par un bras qui rejette, et parfois plus, hein, comme des tapes, des griffures, des morsures, etc. Alors là, avec la vidéo dans un cadre de bilan avec des professionnels, on n'a jamais vu d'acte plus de retour du professionnel qui pourrait être compliqué ou difficile, mais on peut imaginer que dans des contextes où il y a pas où ces ambiances-là prennent plus de place, et bien que ça puisse aboutir à une sorte voilà quelque part comme une montée avec voilà une certaine difficulté à se réguler, de plus en plus d'émotions de part et d'autre, et puis que ça puisse aboutir à des actes beaucoup plus embêtants. Donc ça, c'était une partie des professionnels. Et l'autre partie, qui était aussi en échec, eh ben, c'est ceux qui se mettent, qui se plient aux exigences de l'autre, qui en fait perdent leur axe, qui perdent leur solidité, qui perdent voilà, leur but. Ils sont là pour quand même être c'est un contexte, c'est un cadre, hein, c'est une évaluation avec des mises en situation. Et ils doivent quand même tenir cet axe. Il ne s'agit pas de se laisser attraper par l'autre, il ne s'agit pas de se laisser
bouffer, pour employer un terme. Et du coup, comment, finalement, qui guidait, qui faisait le bilan? Eh ben, c'était l'enfant, finalement. Et la personne en face, elle perd ses moyens. Et du coup, il y a aussi, on est passé à côté de ce qui devait se faire. Et donc, voilà, c'était. Donc, je peux vous dire que sur chaque volet, ou à peu près chaque fois on a une trentaine de personnes, eh ben, on avait toujours 4, 5, 6 personnes qui se trouvaient en échec pour ces deux raisons. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, ben, il y a quelque chose, finalement, l'ajustement, c'est un équilibre. C'est vraiment un équilibre. C'est-à-dire, on écoute, on essaye de répondre, mais on est aussi solide. Il y a une solidité, on ne se met pas complètement au service de l'autre, on ne s'oublie pas, on ne perd pas ce qui vient de soi. Et ce mot d'équilibre, je crois, dans ce petit livre, j'ai tenté, voilà, des choses, j'ai essayé vraiment de le faire ressortir beaucoup, parce que pour moi, il est central, et l'équilibre, c'est toujours compliqué, parce que, en fait, l'équilibre, c'est pas par définition, c'est quelque chose qui doit constamment se conquérir. En fait, on est dans des déséquilibres constants. C'est pas quelque chose qui est définitif et ancré, complètement posé, et que c'est quelque chose à conquérir constamment. Alors, une chose que je sais plus, il me semblait que je l'ai dit, mais dans le petit livre, mais je le dis souvent quand je fais les enseignements. Pour essayer de trouver ça, on peut dire, on doit continuer de douter, parce que douter, c'est ce tâtonnement, hein. On essaye, on se trompe, on change, on ajuste, etc. Mais on ne doit pas perdre la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui, justement, est cette solidité interne qu'on doit conserver, et qui, en fait, l'enfant va s'appuyer là-dessus, sur cette solidité interne. Alors, ça me permet d'enchaîner vers cette question de la contenance, parce que, étrangement, à travers ces vidéos que j'ai vues et revues et revues, eh ben, je peux vous dire, on arrivait à sentir la contenance. C'est-à-dire qu'à travers la vidéo, on peut sentir quand, ben, par exemple, le parent qui accompagne le bébé, ou le parent qui accompagne l'enfant, en fait, est en contenance. C'est pas juste une attitude corporelle, c'est une sorte de qualité de présence qui va se traduire par une posture, par des regards. Mais il y a quelque chose qui est encore plus présent que ça, c'est par une sorte de présence aussi émotionnelle. Euh, un accueil des émotions de l'autre. Et c'est vrai que ça, ce travail sur les émotions, ben, dans mon parcours, un des grands axes sur lesquels j'ai énormément travaillé, ça a été toute la théorie de l'attachement. Et c'est vrai que cette théorie de l'attachement, bon, on peut la voir un peu de loin, avec ses aspects un peu vieillots, etc. Mais une des choses qui nous porte encore, et qui vraiment porte la réflexion et aussi la recherche, c'est vraiment la question de la régulation des émotions. Alors, ce qui fait le plus perdre la contenance, et je crois que j'essaye d'en parler dans ce petit livre, c'est vraiment la peur. C'est-à-dire qu'en fait, quand le professionnel ou le parent a peur, ben, il est plus contenant. C'est vraiment quelque chose où il va se retrouver à devoir lui-même d'abord se réguler soi-même pour diminuer ses peurs. Et du coup, les émotions de l'enfant vont être plutôt justement ce qui peut déstabiliser. Alors, ça m'a rappelé une très vieille phrase d'une psychanalyste qui avait écrit un joli livre. C'est Danielle Kinodo, elle avait écrit un très joli livre qui s'appelait Des mots qui touchent, et qui avait parlé du fait que une des choses importantes, je ne sais pas si ça vient d'elle à la base, parce que c'est probablement que c'est des choses qui ont été discutées déjà bien en amont, mais n'empêche que je me souviens qu'elle, elle en parlait. Elle disait, le thérapeute ne doit pas avoir peur de la vie psychique de ses patients.
Et c'est exactement la même chose pour les éducatrices de la petite enfance, pour les maîtresses d'école, pour les éducateurs sociaux, etc. Tous ces professionnels qui sont face à des personnes vulnérables, comment ne pas avoir peur alors de leur vie psychique, c'est une expression, mais déjà de leurs émotions. Finalement, comment est-ce qu'on fait? Voilà, on a quelqu'un qui est en colère, on a quelqu'un qui est désespéré en face de soi. Comment est-ce qu'on peut à la fois être complètement tout à fait touché, empathique, pour employer ce mot, euh, mm, ne pas avoir besoin de se défendre, ne pas avoir besoin de s'éloigner, mais tout en étant, tout en n'ayant pas peur des émotions. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui va être au cœur de cette contenance, c'est-à-dire cet accueil, en fait, hein, sans peur, des émotions de l'autre, où voilà, on peut les laisser vibrer à l'intérieur de soi, on peut vraiment les ressentir, ce mot d'accueil, je crois, je ne sais pas très bien comment le dire autrement, mais sans se laisser déborder, sans avoir besoin de se défendre, sans avoir besoin de s'éloigner, etc. Et quand on est dans cette attitude, eh ben, je pense que c'est là où on touche le plus cette contenance. C'est aussi, je pense, ce moment-là qui nous permet d'avoir des stratégies, d'avoir une créativité, c'est-à-dire d'essayer, d'être de nouveau dans ce tâtonnement, de faire des propositions, de se mettre à genoux devant l'enfant en lui disant mais qu'est-ce qui t'arrive? De continuer, de poursuivre cette écoute, de lui donner un espace pour pouvoir laisser cette émotion s'exprimer, puis ensuite redescendre, d'avoir confiance que l'émotion va redescendre, de sentir cette solidité en soi. Hein. On n'est pas activé dans son noyau central, mais on est touché, donc on peut se laisser vraiment un peu embarquer, mais sans se laisser déborder. Voilà. Je ne sais pas si on est un petit peu entré là dans le vif du sujet. Je pense que j'ai beaucoup développé d'autres choses dans le livre. Je vais certainement y venir, mais je pense que j'avais à cœur de remettre ce premier contexte de toutes ces vidéos que j'ai observées et qui m'ont fait, je crois, sentir de l'intérieur qu'est-ce que ça pouvait être, cet ajustement et cette contenance. Est-ce qu'il y a des petites questions qui apparaissent? Il y a déjà une petite réflexion, sans doute, quelqu'un qui dit en fait c'est un peu comme une danse à deux. Et ça, vous l'évoquez dans le livre aussi, hein, la question de la danse qui convoque en même temps cet accordage et en même temps cette écoute de soi aussi. Euh, je trouve que ça, c'est intéressant aussi à souligner, sans doute, c'est qu'on doit être à l'écoute de l'autre tout en étant très connecté, je vais dire, à ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que ça vient sans doute aussi toucher des choses de notre propre enfance, de la manière dont nous avons été accueillis comme enfants sensibles au monde, puisqu'on l'est tous. Alors, vous l'avez dit avec des spécificités, des singularités, etc. Et donc, ça vient quand même convoquer beaucoup de choses aussi à l'intérieur de nous. Et donc, peut-être aussi parfois des mouvements de défense. Alors là, je pense plus, et c'était peut-être l'invitation que j'avais envie de vous faire, euh, comment cette danse, on peut aussi la travailler quand on est dans une collectivité. Parce Oui, qu'on est parfois amené à accueillir des enfants, pas euh, entre quatre yeux, je vais dire, mais dans un collectif. Et ça complexifie peut-être la manière de respecter cette singularité, ce besoin spécifique et comment le groupe doit évoluer, avancer, etc. Comment on peut avoir ces différentes attentions voilà, dans nos pratiques professionnelles. alors c'est sûr qu'un groupe, ben voilà,
toute une série d'entités. Et puis, je pense qu'il y a, voilà, de nouveau, avec toutes ces sensibilités, il y a des groupes plus faciles que d'autres, hein. Mhm, mhm. Et ça, voilà, ça va être cette psychodiversité qui est complexe et qui peut amener parfois certains professionnels à être vraiment débordés. Et je pense que là, l'écoute des institutions, enfin, de tous les cercles autour, hein, d'un groupe doit être toujours vraiment, je pense, sensible à ce qu'un professionnel peut vivre dans la relation à un groupe. Qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Il y a aussi des situations qui peuvent être, pour différentes raisons, extrêmes et donc extrêmement difficiles à vivre. Et du coup, il y a besoin d'aide. Et donc, de pouvoir s'appuyer sur des instances plus grandes, je pense que c'est toujours essentiel de pouvoir aller chercher des soutiens plus loin. Ceci étant dit, une des choses que j'ai très très souvent remarqué, c'est qu'une des peurs qu'ont les professionnels, euh, vraiment depuis l'éducation de la petite enfance, les éducateurs sociaux, les maîtresses d'école ou maîtres d'école, etc., c'est en fait la peur de perdre une forme d'autorité. C'est-à-dire que tout à coup, le groupe répond à leur ascendant, mais je veux mettre ça vraiment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une figure qui est justement là pour contenir, pour faire groupe, pour faire que le groupe devienne groupe. Et pour moi, c'est ce rôle-là de ces différents professionnels, hein, vraiment d'avoir cette position, cette posture qui donne naissance au groupe. Que certains professionnels peuvent avoir peur parce qu'il y a un élément dans le groupe qui va être défiant, qui va les déstabiliser par exemple, des comportements difficiles, qu'ils vont perdre finalement leur aura sur l'ensemble du groupe. C'est quelque chose, cette problématique, je l'ai vraiment très souvent rencontrée dans la clinique, en l'occurrence en faisant des suivis psychothérapeutiques de petits-enfants ou d'enfants un peu plus grands. Je suis vraiment moins spécialisée avec les ados, même si ça m'arrive de temps en temps. Et puis, alors, on a la réunion de réseau, et puis on a typiquement, ben voilà, la personne qui dit oui, mais moi je ne peux pas m'occuper de lui parce que si je m'occupe de ses besoins à lui, ben, à ce moment-là, je perds tout l'autre groupe. Mhm, C'est comme mhm. ça. Enfin, c'est vraiment une phrase que j'entends extrêmement fréquemment. Et au début, quand je me retrouvais face à ça, je me disais, mais oui, bien sûr, les pauvres. Heureusement que je n'ai pas choisi ce métier. Non, mais c'est vrai, hein, je peux vous dire, c'est vraiment ce que je pouvais avoir en tête, de me dire, mon Dieu, mais comment est-ce qu'on fait? Voilà. Et en fait, en faisant souvent en allant dans les crèches ou bien dans les classes, alors surtout les crèches, je dois dire, pour faire de l'observation, ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, comme il y a cette peur de perdre cette aura, pas dire autorité, eh ben, la personne devient tout à coup plus rigide. Mhm. Alors que justement, ces enfants sensibles au monde, ce qu'ils ont besoin en face, c'est de sentir qu'on va s'ajuster à eux. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que là où ça marchait, c'est que quand on a cet ajustement, qu'on se permet cet ajustement envers un des membres du groupe, en fait, les autres ne réclament pas tout de suite le même ajustement. Ils voient ça vraiment comme, OK, si jamais moi j'avais besoin, eh ben, on pourrait me le donner. Mhm. Et en fait, du coup, enfin, ça me paraît, si vous voulez, c'est comme si, j'ai envie de dire, c'est comme si on avait peur. euh, Là, je suis en train de m'imaginer, vous savez, alors vraiment, j'improvise, hein, mais on avait peur. On voit qu'il y a un peu la crise. Si tout le monde se rue à la banque pour aller prendre euh, toutes nos économies, eh ben, la banque va faire faillite. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que si on a peur si on crée cette peur
et qu'on veut et tout le monde a peur de perdre, eh ben oui, on va créer une faillite générale. Mais si on montre que, bien sûr, de temps en temps, les gens peuvent aller chercher la totalité de leur argent à la banque, il n'y a pas de souci. Ben, je sais que j'ai confiance dans la banque. La banque me donnera l'argent si j'en ai besoin. Ouais, vous voyez le truc? Ben, c'est exactement ça pour moi. C'est-à-dire que si la banque, elle dit non, 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 moi, je ne peux pas vous donner la totalité de vos économies parce que si tout le monde les demande, eh ben, à ce moment-là, on fait faillite. Eh ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On doit pouvoir. Voilà, il y a un besoin. Cet enfant, à ce moment-là, il a besoin de la totalité de l'économie psychique du professionnel. Eh ben, il faut pouvoir le lui donner. Et ça va donner l'exemple à tous les autres. Oui, en fait, si j'ai vraiment besoin, ben, je recevrai ça. Mhm. Et ça transforme l'atmosphère. Ça transforme l'atmosphère. Et effectivement, ce que j'ai remarqué avec ces enfants plus compliqués, eh ben, c'est qu'il y avait un rapport comme ça, un rapport de force, c'est-à-dire vraiment, je ne vais pas lui donner le petit doigt parce que sinon il va me prendre le bras. Mhm. Du coup, je donne rien. Et en fait, c'est pas possible. L'enfant, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, il finit par être enfin, par se, par se désorganiser, en fait sa peur de ne pas recevoir. Donc voilà, c'est ce que je dirais un petit peu sur ces. Finalement, pour moi, ces adultes, eh ben, ils doivent réagir comme la banque, c'est-à-dire ne pas avoir peur. Je peux donner, voilà, je donne là, c'est pas grave. Ils vont pas tous réclamer en même temps. Non, ils vont juste avoir confiance que si on a donné. Donc, et effectivement, quand je peux accompagner dans des réseaux où on discute comme ça, etc., j'ai plein d'exemples de professionnels où il y a eu une énorme crise en début d'année, etc. Voilà. On fait la réunion là, je peux vous dire, on est mi-septembre, ça va arriver. Hein, je sens que je vais avoir les téléphones, on va faire les réseaux. On pose un petit peu ces bases de confiance, de ne pas avoir peur, de donner, ben voilà, des petits doigts, on va en donner, répondre à des besoins, on va le faire, etc. Et en fait, après, j'ai plus de nouvelles. C'est parce que ça va mieux. Mhm. Donc, il y a quelque chose, je pense, absolument qui marche dans ce sens-là. Sachant que, ça, je le développe aussi dans le livre, souvent on mésestime à quel point, en fait, un enfant a un besoin de sentir qu'il fait partie du groupe. Mhm. Et bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr, il y a des enfants qui sont très problématiques par rapport à ça, etc. Puis on peut en parler, enfin voilà. Mais ce besoin de faire partie du groupe, il est quand même essentiel et que ça donne aussi accès à des ressources de la part de l'enfant. Et que si on lui donne l'écoute, le temps, euh, moi j'ai une phrase magique comme ça, hein. C'était venu sur un enfant qui ne voulait pas entrer en classe. Et la maîtresse était partie dans quelque chose, elle était extrêmement mal avec ça parce qu'elle avait l'impression qu'il allait être pas en sécurité dans le vestiaire, elle avait peur qu'il fugue, etc., etc. Et puis, on a essayé, comme c'était quelque chose d'assez répétitif qui se reproduisait, on a essayé une phrase de lui dire, écoute, j'ai confiance en toi, je te laisse dans le vestiaire, tu viendras à ton rythme, mais sache que nous, on se réjouit que tu viennes. Et en fait, ça a désamorcé complètement parce que c'était devenu un enjeu de pouvoir. Elle voulait qu'il rentre. Lui, il refusait absolument que quelqu'un ose avoir du pouvoir sur lui. Mais il avait envie de faire partie du groupe. C'était pas ça le problème. Et du coup, en lâchant complètement cette histoire de pouvoir et en montrant que cette envie finalement de faire partie du groupe, c'était quelque chose de vraiment chouette. Et que, en fait, on a tous, ça je le développe aussi dans le livre, hein, on a tous à la fois un énorme besoin de liberté
Et en même temps, on a besoin de sentir qu'on appartient à des groupes, à une famille, à des traditions, à une culture, à un pays. Voilà, on a besoin de ces deux éléments. Et en général, voilà, si on est dans cette réponse à ces deux besoins, oui, tu es libre de prendre ton temps de venir parce que pour toi, c'est pas facile, plein de raisons, il y a trop de bruit en classe, ou bien t'aimes bien quand c'est un peu plus tranquille, enfin voilà, ou bien t'as besoin de ton temps simplement. Mais tu fais partie de ce groupe, on t'attend. Ouais. Quand ces deux besoins sont reconnus, ben en fait, on apaise quelque chose profondément. Oui, c'est vraiment la question du dialogue, sans perdre la face, j'ai envie de dire, ou sans se mettre dans une position d'autorité. Ça me faisait associer à cette attention que parfois on peut avoir dans les collectivités à se dire oui, donc aujourd'hui on reconnaît, je veux dire, c'est presque socialement intégré que chacun est singulier et qu'on a ses spécificités et qu'il faut en tenir compte. Et donc il y a toute une série d'aménagements qui se mettent en place. Mais parfois je trouve que on y répond de manière, je vais dire, technicienne, c'est-à-dire qu'on va outiller les enfants avec, par exemple, un casque anti-bruit, par exemple, un petit coussin qui leur permet d'être mobile en classe sans bouger, etc. Mais est-ce que là, on ne rate pas une occasion d'être justement dans cette rencontre interpersonnelle? Et donc en se disant, je vais l'outiller avec quelque chose qui va l'aider, mais finalement, je ne suis pas dans cette attention et cet ajustement à ce qu'il est en train d'essayer de dire de sa singularité et de sa place dans le groupe. Ouais, bah, je pense que voilà, je pense que cette histoire de technique, c'est là où on doit peut-être bien se connaître soi-même et Mhm, connaître aussi ses propres limites. Je pense aussi se respecter. C'est vraiment là où cet espace où on s'écoute soi-même, hein, dans ces moments-là, il est tellement essentiel. Et, euh, et que peut-être on a besoin, par exemple, enfin, c'est vrai qu'il y a des parents, par exemple, des parents avec un enfant avec des troubles autistiques sévères qui ont besoin d'espace de mhm, respiration. Et je pense que ces outils peuvent être des espaces de respiration comme ça. C'est-à-dire justement, si on doit passer la journée entière à être dans l'ajustement, en fait, c'est trop. mhm, Donc, ça va être, c'est déjà tellement chouette si on a 5 minutes de plaisir partagé, mhm, ou qu'on a eu un petit moment par jour en classe où il y a quelque chose qui s'est passé et où l'enfant a pu sentir cette co-construction avec l'autre, le fait d'être ensemble et il va y avoir d'autres moments dans la classe, à d'autres moments où ça va être très utile qu'il y ait ces béquilles qui viennent faire des points d'appui et mhm. qui permettent ces respirations, etc. C'est pas en tout ou rien. C'est ça l'idée. Euh, voilà, de vraiment. C'est aussi une reconnaissance parce qu'il y a des enfants qui se saisissent de ça avec beaucoup de plaisir. Et puis il y a des enfants qui, au contraire, n'aiment pas du tout parce que ça, ils se sentent différents. Moi, je trouve qu'il y a une chose qui marchait tellement bien, enfin, qui était, on mettait les enfants problématiques au coin. Mhm. Et en fait, c'est tellement, enfin, ça, on l'a vraiment appris en sensorimotricité, c'est-à-dire d'être au fond de la classe avec un mur de chaque côté, avec, en fait, du coup, c'est ce qu'on voit qui se passe devant qui est intéressant, plutôt que d'être au premier rang parce qu'on est difficile et du coup d'avoir un espace derrière où il se passe des choses qu'on ne voit pas, Mhm, mhm, qui est terrible. Donc, le coin pour la personne qui était le cancre de la classe, le coin, c'était génial comme idée. Donc, je pense que voilà, il y a tout ça qui peut être travaillé, mais c'est pas du rejet,
C'est pas bon, voilà, on lui donne son truc. Non, c'est, voilà, on essaye. Et puis, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu une des questions là, Oui. Mhm. n'y a-t-il pas un risque que les enfants puissent être en quête de l'attention de l'adulte en amplifiant leurs demandes envers celui qui accorde une attention soutenue vers l'un d'entre eux? Oui. Mhm. Alors, c'est vrai que cette histoire d'attirer l'attention, c'est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont, par leur comportement, avoir cet énorme bénéfice que tout à coup, ils attirent de l'attention. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question si finalement il y a des enfants qui, c'est leur nourriture principale, c'est l'attention des autres. Et même une attention négative. C'est ça qu'ils veulent. Ils se nourrissent de ça. Hein. C'est-à-dire qu'on se fâche contre eux, qu'on crie. C'est comme si c'est comme ça qu'ils se sentent exister. Alors, évidemment, c'est très intéressant de les repérer, ces enfants. C'est très intéressant de les repérer. Et ce que j'allais dire par rapport pour faire le lien, c'est la diversité des stratégies. Mhm. Ça veut dire que de temps en temps, ça vaut absolument la peine de faire une petite période de régime d'attention où en fait on leur montre, ben, en fait tu sais quoi, ton truc là, eh ben ça marche plus parce que tu peux pas être tout le temps que là-dedans. Ça appauvrit, c'est appauvrissant. Donc on va essayer d'autres choses. Donc on va peut-être que en étant plutôt ben voilà, en réussissant, je ne sais pas, à être un petit peu attentif ou à participer à une activité, ben, là, on va être super content et puis on va te donner peut-être autre chose, une autre forme d'attention, etc. Donc, je crois que pour moi, le chemin, c'est euh, que certaines stratégies vont très bien marcher avec certains enfants, pas du tout avec d'autres. Ils ne sont pas pareils. On peut essayer même pour la même chose, le même but, on peut essayer différentes stratégies. Et c'est là où je reviens sur mon histoire de créativité. Mhm. C'est-à-dire que finalement, quand on a une forme de flexibilité, quand on partage entre professionnels, ah mais comment tu fais toi en fait? Et qu'on n'est pas dans la compétition de celle qui fait le mieux, parce que ça j'ai aussi vu parfois, hein, ou bien la jalousie parce on voit une qui se débrouille mieux, etc. Mais au contraire, mais en fait, comment tu as fait Ou bien on observe, puis on se dit, waouh, elle a réussi, pourquoi moi ça n'a pas marché? Enfin voilà, tout ça, hein, ça permet, c'est cette créativité. Mhm. Et ce qui permet ça, c'est vraiment de justement diminuer ses peurs. Et puis, vous avez dit une autre chose là, c'est la question aussi de l'orgueil, hein. Mhm. C'est compliqué. L'orgueil, c'est justement quand on veut pas admettre que peut-être on s'est trompé ou que peut-être ce qu'on a fait, ben finalement, ça aboutissait pas. Euh, et c'est dur d'admettre ça parce que c'est dur d'avoir honte. Voilà, on préfère des fois couper en se disant oui ben moi je suis comme ça puis je vais pas changer à mon âge voilà hein, on entend ça souvent. Euh, c'est dur d'admettre ben voilà que peut-être on s'est trompé, peut-être d'autres auraient fait autrement, puis tiens en fait finalement est-ce que si j'arrive à m'ouvrir à regarder comment font d'autres, ah ben tiens peut-être je pourrais essayer. C'est pas facile hein. Moi Mhm. je peux vous dire je suis passée par là aussi en me regardant moi dans les évaluations en vidéo. Et où, mon Dieu, les premiers, quand j'étais toute jeune, alors je suis beaucoup trop rapide, un petit peu, justement, j'avais ce côté comme ça, un petit peu déséquilibré, de vouloir un petit peu m'imposer, mais parce qu'en fait, j'avais peur. Et de pouvoir faire ce travail-là, et puis montrer, en fait, maintenant, j'utilise ces vidéos pour montrer aux étudiants les erreurs que j'ai traversées, qui m'ont permis de comprendre. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de se remettre en question et comme dépose aussi quelqu'un d'autre, la créativité, elle peut se déployer aussi quand on a du temps. Alors, soit du temps de partage de pratique, soit du temps pour justement
prendre du recul sur sa pratique propre, aller, creuser avec d'autres et cetera. Donc ça, c'est vrai que ça reste quelque chose d'important dans nos pratiques professionnelles, ces temps de formation, d'échange, d'intervision et cetera. Je pense que c'est à souligner parce que ça vient nourrir alors la relation qu'on peut, déployer avec les enfants et peut-être un petit peu amenuiser la fatigue qu'on peut parfois éprouver aussi, à se rendre disponible, à se mettre, à l'écoute, heu, dans la relation. Voilà, je trouve que ça, c'est important aussi. C'est et de la créativité et comment on se ressource pour ne pas perdre cette créativité. Ça, c'est hyper important parce que, en fait, comme je vous ai dit, hein, j'ai un peu, je plaisantais, mais j'ai dit, ah, j'aurais pas choisi ce métier de la Mmh collectivité. mh. Mmh. Voilà, je dois dire que c'est assez personnel de dire ça, dans le sens que peut-être que justement, il y a des gens qui sont nourris par la Mmh. collectivité. Mmh. C'est-à-dire que justement, cette vie avec le groupe, cette vie collective qui, où ils déploient cette créativité, où ça leur donne une énergie, où ça leur donne des envies, etc. Et puis qu'on n'est pas tous pareils. Peut-être qu'un des points, c'est de reconnaître ce qui nous ressource de ce qui nous fatigue Mmh. et de ne pas trop charger le bateau avec ce qui fatigue. Mmh. Ça, c'est aussi en tant que professionnel un équilibre qu'on doit trouver entre la vie familiale, la vie privée, etc., hein. C'est vraiment comment se préserver et penser à sa propre récupération. Mmh. Moi, je pense que, alors la question du temps, elle est évidente, mais pour moi, ce qu'il y a derrière, c'est que le temps, si le temps manque, alors c'est qu'il y a quelque chose au niveau de ces espaces de réflexion, de récupération, d'échange, de ressourcement qui ne sont pas suffisants. Mmh. Effectivement, ce qui empêche l'ajustement, eh ben, alors c'est sûr, hein, les émotions quand on a peur, etc. Ça, c'était vraiment un des points, je pense, voilà, importants. Mais l'autre point, c'est l'épuisement. Je veux dire, Mmh. quand on a l'irritabilité, Oui. je veux dire, alors moi qui ai beaucoup, beaucoup accompagné de jeunes parents avec un petit bébé, et enfin, combien de fois j'ai dit à des jeunes mamans, j'ai dit, mais vous savez que rester 24 heures sur 24 à s'occuper d'un bébé, c'est de la maltraitance. Et que je veux dire, non, voilà, enfin, nous, à Genève, en Suisse, on est quand même une population assez privilégiée, mais n'empêche qu'on a une population vulnérable assez particulière, c'est qu'on a beaucoup de familles expatriées. Et du coup, malgré des personnes qui ont quand même un certain nombre de moyens, eh ben, il manque la famille. Mmh. Et cet isolement-là, qui est un isolement, en fait, quand elles ont un petit bébé et qu'il n'y a pas les grands-parents pour venir faire des relais, ou les tantes, ou les... Voilà, eh bien, elles s'effondrent. Et que le taux de dépression du postpartum dans ces familles-là, il est extrême. D'autant plus que, comme il y a voilà, tous ces aspects de fierté, c'est d'autant plus difficile qu'elles en parlent. Mmh. Donc, l'épuisement, le fait d'être constamment... par exemple, j'ai eu une ou deux patientes avec des enfants en bas âge, mais qui étaient aussi maîtresses d'école. Alors, Mmh. je leur ai... Enfin, une des choses qu'on a construite petit à petit, hein, c'est de se dire ne jamais prendre des enfants en classe qui vont être du même âge que les enfants qu'on a à la maison. Mmh. Parce que c'est trop. C'est trop. Il faut pouvoir justement se ressourcer parce que justement, ça va être différent. Que les ajustements vont être différents. C'est vrai que face d'enfants de 8 9 ans, âge de latence, qui régulent à peu près leurs émotions, si on n'a pas un mauvais groupe, ça va être ressourçant. Si on à la maison, on a du 2 4 ans, Mmh. hyper activant, venant justement pointer toutes les failles émotionnelles du parent parce qu'il fait son job. Enfin voilà, ces éléments-là, ils sont...
voilà, comment vraiment traiter l'irritabilité, traiter l'épuisement, parce que ça empêche clairement cet ajustement. Parce qu'il faut d'abord il faut d'abord se réguler Mhm. soi-même pour pouvoir aider l'autre à se réguler. Mhm. Quelqu'un d'autre évoque dans la discussion Bion, que vous évoquez aussi dans mon souvenir dans le petit temps d'arrêt, en disant nous mettons des mots sur les sensations et les émotions de l'enfant pour l'aider à se construire dans cette contenance. Ouh, j'ai perdu le fil. Et cette solidité. En tant que professionnel, il nous faut pouvoir continuer à transformer nos émotions pour les élaborer. Non, mais Bion, c'est merveilleux. Moi, j'ai un souvenir ému d'être jeune étudiante en psycho et de découvrir ces livres de Bion. Enfin, tellement, enfin, comme s'il pointait quelque chose de tellement essentiel. Bon, il y en a plein comme ça, hein. Il y a Mhm. Scott, enfin, il y en a plein. C'est des personnes qui, voilà, qui continuent de nous toucher aujourd'hui, qui continuent d'être des références tellement essentielles, etc. Et c'est vrai que ces processus de liaison, hein, sensations, émotions, cognition, toute cette coordination qui, quand on va bien, c'est tellement incroyable, parce que ça nous aide. Hein. Mhm. Alors, c'est les capacités de mentalisation dont je parle un petit peu, ben voilà, c'est un autre cadre théorique issu aussi de cette conjonction entre la psychanalyse et puis la théorie de l'attachement, qui est aussi un travail extraordinaire, hein, de Fonagy. Mais c'est évident qu'on est là avec, on recherche, en fait, c'est du vocabulaire chaque fois, hein, Mhm. et Mhm. pointer cette chose essentielle que on est dans un corps, ce corps il vit, on a des sensations internes, externes, et puis que tout ça doit se coordonner, c'est tellement complexe, puis qu'on est encore loin d'avoir tout compris, parce qu'en plus ça se joue dans la relation à d'autres. Alors du coup, j'adore la question d'après. Voilà. Oui, alors merci de la poser parce que ça me permet de développer un petit peu. Donc Donc, ça, qui c'est est en quoi pointer les failles du parent et le job de l'enfant. voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que ben, je dirais, c'est le cadeau que nous offre le fait d'avoir des enfants. C'est le fait de nous permettre d'aller retravailler des choses qui ont peut-être pas pu être travaillées. Mhm. Parce qu'on s'est défendu, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, parce que la vie, voilà, nous offrait des chemins où on devait peut-être plus lutter qu'autre chose, etc., etc. Puis que les enfants, ben, enfin, moi, ce que j'essaye peut-être de montrer chaque fois, ce que je raconte, c'est l'histoire du manoir. C'est-à-dire, on est tous comme une gigantesque maison avec plein, plein, plein de pièces. Et que notre job dans la vie, c'est probablement d'aller visiter toutes ces pièces, c'est-à-dire finalement de bien se connaître. Mhm. Euh, Ce qui va aussi nous permettre, et ce qui est merveilleux quand ça arrive, c'est d'être entouré de gens qu'on connaît bien. Nos proches qui nous accompagnent dans la vie, de bien les connaître, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et en particulier pour des parents de découvrir leur enfant, d'apprendre à les connaître, de découvrir qui ils deviennent. Euh, je pense que c'est vraiment un des beaux cadeaux de la vie. Et l'enfant, quelque part, s'il y a des pièces du manoir là, que le parent ne visite jamais, eh ben, c'est une privation de liberté. Je veux dire, c'est comme si vous fermez une armoire dans mon cabinet de thérapie. Si je ferme l'armoire à jouets, il y a quelque chose quand même. Enfin, quelquefois, il faut leur laisser regarder. Voilà. Et puis, une fois que c'est bon, ok, c'est bon, j'ai vu qu'il y avait ça, 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 ça. Ok, c'est bon. Hop, bon, on peut fermer, c'est pas grave. Voilà. Alors que si on cloisonne, en fait, si vous voulez, c'est barbe bleue. Hein. Mhm. C'est barbe bleue. C'est-à-dire que la pire chose, c'est quand il dit à sa femme, cette pièce-là, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Ça attise quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de. C'est pas que de la curiosité, mais c'est vraiment, mais pourquoi? Mhm. Pourquoi cette privation de liberté? Qu'est-ce qui. Et du coup, il y a une envie d'aller cogner là-dedans.
d'aller cogner. Donc, moi, c'est ce que vraiment je ressens avec certains parents, c'est que quand il y a des choses qu'ils n'ont pas réussi à travailler, par exemple, leur propre bébé interne qui a été brimé dans sa vitalité. Et bien, du coup, la vitalité de l'enfant, elle est un peu brimée, de son propre enfant, elle est brimée, et l'enfant, il va pointer là-dedans. Et c'est vrai que si le parent peut alors travailler là-dessus, aller retrouver ce bébé interne qui avait besoin de crier, qui avait besoin de... Et puis que finalement, il veut rompre le cycle, c'est-à-dire lui, on l'a empêché, mais peut-être le but, c'est de ne pas empêcher son enfant de le faire pour rompre le cycle. Et ben c'est là où on a cette transformation possible. Et je trouve que les enfants sont des cadeaux pour ça, parce que justement, si on a le point de difficulté avec l'enfant, eh ben, ça doit être le point de départ de l'enquête. Moi, je me sens Agatha Christie en train de... Mais souvent, alors, c'est ça qui est chouette, que le parent puisse trouver un point d'appui à l'extérieur, chez un professionnel, notamment. C'est ça aussi la question du point d'appui du parent euh, chez un tiers, quoi. Ouais. Alors, mais nos failles insécurisent nos enfants. Euh, je pense que c'est nos peurs qui les désécurisent. C'est-à-dire que quand il y a un climat de peur, c'est la définition même, hein. S'il y a de la peur, eh ben, il y a une insécurité. Et du coup, nos failles, elles peuvent être des peurs, bien sûr. Peur, ben justement, de la vitalité qui prendrait trop de place, qui déborderait, qui manquerait de limites, etc., etc. Et du coup, oui, évidemment, ça va être ce point-là. Mais il y a d'autres failles que ça, peut-être, je dirais. Euh, et puis finalement, si l'enfant est désécurisé et puis que ça aboutit à des comportements de sa part, eh ben c'est ça qui va être qui va permettre l'enquête et qui va permettre justement de comprendre et de transformer, etc. Oui, j'invite, bon, je vois que le temps file et qu'il nous reste que 10 minutes, mais j'invite sur cette question de la peur à aller lire la partie dans le livre que vous déployez autour d'un papa et d'une petite fille qui a des difficultés à aller s'endormir, à s'endormir seul. Et donc, ce que ça vient réveiller, révéler, faire travailler le papa aussi sur finalement, est-ce il n'est pas aussi dans ce mouvement de peur et que cette petite fille, voilà, c'est cette danse dont on parlait au départ du webinaire et cet ajustement qui fait qu'il y a des réponses de l'un à l'autre, peut-être pas, enfin, et qui viennent justement rendre la relation, les choses difficiles et crispées à ce moment-là. Donc voilà, ça je vous invite vraiment à aller télécharger le livre sur le site de Yapaka. Il est en PDF et en EPUB, vous pourrez le retrouver facilement. Voilà, évidemment, on aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette question de la sensibilité à être au monde. Et donc, et ces questions d'ajustement et de contenance, cet équilibre. J'avais envie de dire quand même de ressouligner cette question de danse, de rencontre, d'observation puis aussi de disponibilité, sans doute, et de fatigue qui est parfois convoquée aussi dans cette relation. Et donc, comment on se ressource en tant qu'adultes qui accompagnons ces enfants, qui sont finalement dans un mouvement de vitalité, d'exploration, pour se trouver dans leur singularité et dans cette rencontre du monde qui les entoure. Un tout grand merci pour ce que vous nous avez proposé comme voyage aujourd'hui et comme voyage dans le bouquin. Merci beaucoup. Merci à chacune et à chacun. Je suis désolée si nous n'avons pas pu prendre et épingler toutes les questions, mais vraiment, je vous invite à poursuivre la réflexion dans les autres outils de la collection Temps d'arrêt. Et nous, on continue évidemment à se nourrir de ce que vous avez déposé et qu'on déploiera éventuellement dans d'autres ressources sur le site de Yapaka. Donc, ça nous fait aussi grandir d'avoir vos retours. Merci beaucoup.
On va laisser l'espace encore ouvert, 1 ou 2 minutes, que vous puissiez laisser ou déposer quelque chose que l'on garde précieusement. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Ayala Borghini, pour ce temps ensemble. Invitation.